Dans cette vidéo, on va parler de 4 livres courts. Ce sont des livres que j'ai bien aimés, voire beaucoup aimés, voire adorés, et ils ont tous moins de 200 pages. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo avec des livres courts, comme je vous le disais, et c'est une période un petit peu particulière niveau lecture de mon côté parce que j'avais vraiment une très grande envie de lire liée à plein de choses. Je vous en ai parlé lors des vlogs. J'ai vraiment eu une sorte de boulimie de lecture. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans la peau de chacun de mes enfants quand je les ai vus apprendre à lire, et vous avez vraiment voilà, cette envie, ce besoin de lire. J'ai eu à peu près la même chose en fait. Et dans les auteurs que j'ai eu envie de lire, eh bien je suis tombée sur des livres très courts, ce qui fait que j'ai encore eu plus l'impression de dévorer des livres, puisque là on va parler de livres très courts. Je vous donnerai à chaque fois le nombre de pages, mais voilà, c'est vraiment des livres qui se lisent très vite en une soirée. Donc si on lit des livres aussi courts sur une journée où on travaille pas, on peut vraiment les enchaîner, limite je pense qu'on peut lire les 4 dans une journée. Mais ils sont différents, comme je vous dis, j'ai des avis différents dessus. Mais en tout cas pour moi c'est important parce que cette vidéo est assez reflète assez la période de lecture que je viens de vivre. Voilà. Donc je vais vous parler de Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Voilà. J'ai adoré. Ah ben je vais peut-être vous mettre dans l'ordre en fait. Celui que j'ai le plus aimé. Ensuite, on a La Gosse de Nadia Tam. Particulier ce livre, et je vous expliquerai ce qui a eu mon envie autour du livre, etc. Ensuite, justement, en parlant d'envie, on a La liste de mes envies de Grégoire Delacour. C'est le tome 1 que je viens de découvrir, je sais, très tardivement. Et puis, L'inconnu du 17 mars de Didier Van Coelaert, qui est un auteur avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs de lycée. Je commence avec Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson chez Pocket, avec cette couverture que certains ne trouvent pas chouette parce que c'est la couverture du film, mais je suis jamais fan des couvertures de livres qui reprennent le film, mais ici en l'occurrence j'aime bien cette couverture, j'aime bien les couleurs en fait, donc ça ne me gêne pas trop. À la limite, ce qui me gêne le plus, c'est cette partie-là où on a au cinéma le 22 février 2023, un scénario de Nina, produit par machin. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, on a tous les livres de Philippe Besson et la vraie couverture, entre guillemets, c'est celle-ci. Oh là 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 là, vous ne voyez pas grand-chose. Est-ce que je peux vous aider? Ouais, voilà. Quoique en même temps c'était avec l'ancien logo Pocket et celui-ci est avec le nouveau logo Pocket, donc je sais pas trop comment, je sais pas trop si depuis le livre est repassé à la couverture initiale. Moi en tout cas je l'avais acheté le 30 juin 2023 à la Nuit Blanche des Livres, puisque je l'ai indiqué ici. Et puis j'ai toujours le petit tampon que j'utilise pour dire que je l'ai lu en 2024. J'adore ce tampon, je ne m'en lasse pas. Et donc bien sûr c'est un livre dédicacé. Donc troisième livre que je lis de cet auteur. J'avais commencé à découvrir cet auteur avec Paris-Briançon. D'ailleurs j'adore la couverture de ce livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, avec une écriture qui m'avait beaucoup marqué en fait. Et puis ensuite j'ai lu en tout début d'année là, ou alors en fin d'année dernière. Soit c'est l'un des derniers livres avec lequel j'ai terminé 2023, soit c'est l'un des premiers livres avec lequel j'ai commencé 2024. Et quel était ce livre? Ah mais non, il n'est pas là. C'est... Oh bah, je me rappellerai pas du titre, mais c'est le dernier sorti en poche après Paris-Briançon. Ouais, il l'avait pas encore ici, je regarde, mais non. Donc oui, alors j'avais beaucoup aimé, sujet assez difficile puisqu'on est sur le sujet des violences conjugales, en plus vu par les enfants. Enfin voilà, un sujet difficile et encore une fois une écriture. Voilà. Puis là j'avais envie de relire un livre de Philippe Besson, donc j'avais celui-ci dans ma palle que j'ai dévoré, et en fait une fois que j'ai terminé celui-ci, j'ai cherché dans ma palle en fait. Alors il faut savoir que j'ai 400 livres, donc certes ils sont sur Babelio.
globalement, on va dire, j'avoue que je dois avoir 407 livres sur Babelio et c'est possible que dans ma page, j'en ai en réalité 412. Voilà. Il y a une petite différence parfois. Et j'ai cherché partout, en fait. J'ai cherché sur Babelio, j'ai regardé dans mes livres. J'ai 3 pales un peu différentes. J'ai une palle rangée par ordre alphabétique. J'ai une palle pour lesquelles les photos pour Instagram sont déjà faites. Parce que il y a un moment donné, ces livres me tentaient beaucoup et voilà, mais... Bon, depuis, il y a parfois 2-3 ans qui se sont écoulés. Et puis, j'ai une palle un peu prioritaire avec mon petit chariot à côté, là, qui déborde de partout. Voilà. Surtout qu'en plus, dans le dernier étage du chariot, j'ai mis tous mes Agatha Christie Vintage en édition masque, enfin, Club des masques, enfin bon, qui date d'il y a des dizaines et des dizaines d'années. Donc, le chariot est plein. J'ai cherché partout, et j'en ai pas d'autres en fait. Et ça m'a rendu triste parce que j'avais vraiment envie... Là, j'étais vraiment dans une période où j'ai lu des auteurs, alors littérature contemporaine, alors que je suis quand même quelqu'un qui lit énormément de polars, mais bon, là, voilà, c'est vrai que mars, avril, mai, c'est une période où il y a beaucoup de sorties d'auteurs de littérature blanche, je pense qu'on peut dire ça. Enfin, est-ce que littérature blanche c'est réservé à quelque chose de plus classique ou est-ce qu'on peut l'opposer au polar? Je ne sais pas. Moi j'ai tendance à dire littérature contemporaine, mais en même temps dans littérature contemporaine on a aussi des polars. Donc je ne sais pas. Des livres de maintenant qui ne sont pas des polars, voilà, dans toute cette catégorie-là, eh ben, j'en ai lu pas mal. Et avec ce côté où vraiment, j'en lisais un et je me disais, mais c'était trop bien. Bon, allez, je vais me mettre à jour chez l'auteur. Ouais, enfin, se mettre à jour chez l'auteur, ça veut dire récupérer une grosse dizaine de livres. Voilà. Alors là, je vous en parle pas dans cette vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça m'a fait la même chose avec Agnès Martin-Lugan. Pareil, 3e livre que je lis de cette autrice. Et je me suis dit, ouais, allez, c'est bon, c'est trop bien, je vais me mettre à jour chez cette autrice. Je regarde partout. Et en fait, pareil, j'en ai pas d'autres, Alors que ce sont 2 auteurs pour lesquels je devais peut-être avoir toujours 2 livres d'avance et puis qui avaient peut-être un peu tendance à traîner et tout. Et là, bam bam. Bon, donc voilà, bah, écoutez, c'est pas grave, je vais y remédier, je vais en relire parce que Philippe Besson, il écrit trop bien pour moi. En fait, là, si on me demande quel est l'auteur qui pour toi écrit le mieux, pour moi, sans trop hésiter en fait, je dirais Philippe Besson. C'est excellent. Enfin, il a une écriture qui est, enfin, c'est une belle écriture. Il y a des côtés poétiques. Il y a un côté très vrai, un côté presque philosophique en fait. Il y a un côté intime. Alors là, en plus, on est vraiment dans un livre comme ça parce qu'en plus c'est un livre autobiographique. Et qui va vraiment parler de sujets très intimes. C'est vraiment la rencontre de l'auteur avec, je me rappellerai pas de son nom de famille, avec Thomas Andrieux, la rencontre, premier amour, etc. Enfin, c'est très personnel, oui, c'est très intime. Mais en plus du sujet très intime, l'auteur a aussi une écriture assez intime en fait. Oui, alors en fait, c'est le 3e livre que je lis de l'auteur, mais en fait, j'avais lu aussi sa nouvelle dans 13 à table. Et en fait, dans son écriture, il y a toujours de lui. Et je pourrais pas dire, ouais, c'est quand même un auteur qui a la grosse tête et qui parle toujours de lui et qui ramène tout à lui. Ah non, parce que il y a de l'autodérision, il y a de la prise de hauteur, il y a vraiment... c'est très intéressant, mais vraiment ce côté philosophique, je l'ai pas assez souligné, je pense, dans mes chroniques jusqu'à présent, mais pour moi, il y a vraiment ce côté-là. J'irai pas jusqu'à un conte philosophique, j'utiliserai le mot conte pour un autre livre de cette sélection, mais c'est... Enfin, je relève énormément de passages dans ces livres et des passages où je me dis, tiens, ça, je pourrais l'appliquer au quotidien. Ah, ça, c'est intéressant. Et c'est très vrai, c'est très juste, c'est parfois un peu cru aussi. Donc, c'est particulier ce que je vous dis. Je vous dis, c'est une écriture un peu poétique, un petit peu philosophique, un petit peu crue. Un petit peu intime et au final si vous n'avez pas lu de Philippe Besson vous devez vous dire mais ça donne quoi en fait c'est quoi cette écriture parce qu'il y a tout en fait il y a de tout, bah oui il y a de tout mais c'est excellent, les tournures de phrases elles sont belles, parfois il fait une phrase vraiment longue mais en fait on est dedans parce que c'est
c'est super bien amené, c'est lister des choses. Il y a un passage où il explique qu'en fait, il n'a jamais été chez Thomas, le fameux Thomas Andrieux. Voilà, il n'est jamais allé chez lui. Et donc, il dit, bah voilà, j'y suis jamais allée. Enfin, je vous le dirai jamais aussi bien que ce qu'il dit. La citation est sur mon compte Babelio si vous voulez avoir la citation exacte. Mais en résumé, c'est, je ne suis jamais allée chez lui. J'ai donc pas pu voir les magnifiques armoires machin, sa magnifique table, ses chaises trucs, muches, son papier peint machin, etc. Et il dit entre parenthèses, vous vous doutez bien que je suis en train d'inventer parce que je ne suis jamais allée chez lui. Donc en fait, j'en sais rien s'il a tout ça chez lui. Et tout ça, c'est dans le texte, en fait. Ça fait penser des fois à David Fuenquinos, qui va beaucoup utiliser les notes de bas de page, ou Karen Pont aussi, elle fait ça avec des petits clins d'œil au lecteur. Mais là, ces clins d'œil au lecteur, ils sont mis dans... ils sont vraiment mis dans le livre, quoi. Enfin, dans l'histoire. C'est extra comme écriture. Je vous ai parlé dans un vlog, il n'y a pas très longtemps, d'un polar que j'ai voulu lire et que j'ai abandonné au bout de... 30 ou 50 pages, parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Et c'était pas possible, en fait. J'arrivais pas, enfin... Et globalement, pour moi, un livre sans dialogue, c'est assez difficile. Et là, je suis en train de feuilleter pour vérifier, on n'a pas trop de dialogue. Et il n'y a pas besoin. Parce que l'écriture, elle est assez dynamique, enfin, c'est vraiment très prenant. Donc là, enfin, je vous parle de la forme quelque part, et le fond, eh bien, on a justement, comme je vous l'expliquais, cette histoire. On a le narrateur, on se doute qu'il s'agit de Philippe Besson, surtout qu'après, j'ai vu que ça faisait partie de sa trilogie autobiographique. Donc qui a 17 ans. C'est une construction originale parce qu'en fait on commence quand l'auteur a 17 ans, mais on n'a pas une partie alors on a plusieurs parties, mais chaque partie n'a pas le même nombre de pages et on n'a pas une vraie alternance du style tous les 10 ans, enfin une vraie fréquence tous les 10 ans ou tous les... Non, on va avoir des parties dans le livre par année, mais derrière ça va être en fonction des besoins de l'auteur et il a beaucoup plus de choses à raconter quand il a 17 ans que plus tard en fait. Mais ce plus tard ajoute énormément à l'histoire et ça vient prendre tout son sens. C'est un livre qui est très émouvant, donc très intime. L'auteur va parler justement de sa rencontre avec Thomas Andrieux, de son histoire d'amour avec Thomas Andrieux, et de toutes ces petites choses qu'on peut ressentir à 17 ans quand on ne sait pas trop si la personne qu'on apprécie nous apprécie aussi, on ne sait pas si le petit regard on doit bien l'interpréter ou pas, et puis là en fait on parle d'homosexualité et donc ça va ajouter d'autres questions où eh bien est-ce que le garçon que je regarde là-bas eh bien, est-ce il peut être intéressé par moi ou est-ce qu'il peut être intéressé par toutes les filles qui sont tout le temps autour de lui en fait. Et donc derrière tout ça c'est décrit avec, enfin j'en ai des frissons en fait parce que c'est super bien décrit. On replonge dans ces années-là en fait. Il y a un passage, ouais, c'est pareil, j'arriverai peut-être pas à le retrouver ici. J'ai 17 ans. Je ne sais pas que je n'aurai plus jamais 17 ans. Je ne sais pas que la jeunesse, ça ne dure pas, que ça n'est qu'un instant, que ça disparaît. Et quand on s'en rend compte, il est trop tard. C'est fini, elle s'est volatilisée, on l'a perdue. Certains autour de moi le pressentent et le disent pourtant. Les adultes le répètent, mais je ne les écoute pas. Leurs paroles roulent sur moi, ne s'accrochent pas. De l'eau sur les plumes d'un canard, je suis un idiot insouciant. C'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Voilà, donc il y a toujours ce côté, c'est pas non plus, quand je lis un livre de Philippe Besson, je lis pas un livre joyeux où je vais rigoler, non, je vais lire un livre, enfin je vous dis ça, j'en ai lu que 3, mais qui était assez différent, et un livre avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, je ressens beaucoup de choses, enfin vraiment, je passe par plein d'émotions, et avec des sourires néanmoins, parce que il y a ces côtés d'autodérision, il y a ces côtés d'écriture originale, enfin c'est... Moi je suis fan, je crois qu'on peut dire ça comme ça, je suis vraiment fan, voilà.
très intense, très intense. Et en fait, là, on est sur un livre donc de 155 pages. Dans ces 155 pages, on a tout. Il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose. Il y a pas, je peux pas vous dire, oui, d'accord, il dure 155 pages. Bah, c'est bâclé. Non, pas du tout. Au bout de 155 pages, je pourrais vous raconter mais tout ce qui s'est passé en fait. Et comme je vous dis, cette construction particulière avec des chapitres qui sont totalement inégaux en fonction de... Bah, voilà. La preuve, là ça c'est le premier chapitre 1984, le deuxième chapitre 2007, le dernier chapitre 2016 et c'est hyper bien parce qu'en fait on n'a pas un auteur qui a dit ma construction ce sera ça et alors moi qui suis matheuse pourtant et je fais en sorte d'avoir exactement le même nombre de mots par chapitre, voilà, et je m'y oblige. Non, en fait, il a fait son découpage comme ça, et puis ben, en fait, il avait beaucoup plus de choses à dire dans le chapitre 1, et ok. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus de chapitres que ça. Il y a 3 chapitres dans 155 pages. Alors de la même façon, j'aurais tendance à vous dire, moi j'aime bien quand les chapitres sont courts, quand c'est dynamique, quand il y a des dialogues, ça je vous l'ai dit. J'aime bien vraiment quand je peux m'arrêter à la fin d'un chapitre et tout. Ouais, alors un livre de 155 pages, en l'occurrence, je crois que je l'ai lu en un après-midi dans mon jardin. C'était très très bien. Donc j'ai pas vraiment eu besoin de trop mettre mon marque-page dans le livre. Et puis en fait, ce ne sont que des paragraphes. Vous voyez, il y a vraiment, donc on peut... Non, vous voyez rien du tout parce qu'en fait, ça fait pas le... Voilà. Et donc en fait, on peut s'arrêter à plein d'endroits, quoi. Le seul truc, c'est que moi, quand je mets mon marque-page, j'aime bien qu'il n'y ait qu'un seul paragraphe sur la double page pour être sûre de savoir bien où reprendre. Mais bon, en l'occurrence, je vous dis, je me suis pas trop arrêtée. Enfin, j'ai dû m'interrompre... un petit peu parce que les enfants ont dû venir ou mon mari, enfin bref. Mais je savais à peu près où me retrouver, quoi. Donc en fait, oui, c'est presque un livre qui vient balayer tout ce que je peux vous dire. Enfin, si je devais vous décrire le livre parfait, je décrirais l'opposé de ce livre. Oui, mais ce livre-là, il a un truc que tous les livres n'ont pas. C'est une écriture incroyable et voilà. C'est un livre à lire. Et je vous en parle et je me redonne envie de lire d'autres livres de Philippe Besson. Et enfin, je vous dis, ça a été vraiment... je me suis dit, juste après, je me dis, bon allez, je lis autre chose et je pars à la recherche d'un autre Philippe Besson qui n'existait pas. Donc il faut que j'en achète plus. Je peux pas me contenter. Enfin là, je l'ai acheté fin juin, j'en avais reçu un en service presse, donc le fameux dont je me souviens plus du titre. Parce que Philippe Besson, il sort pas ses livres à cette période-là. Il les sort en janvier, je crois que c'est ça. Il ne doit pas les sortir à la rentrée littéraire. Je crois que ça doit être plutôt la rentrée littéraire d'hiver, mais pas celle d'automne. Enfin d'automne. Est-ce qu'on parle vraiment de la rentrée littéraire d'automne quand les livres sortent au mois d'août? Mais 2 sur l'année, c'est pas assez. Et puis de toute façon, j'ai tellement à rattraper que là, je pense que si je le revois en salon, je vais en prendre. Voilà, je vais en prendre. Je vais prendre des réserves parce qu'il faut. Voilà, donc magnifique histoire d'amour, c'est bouleversant. C'est ça, comme je vous dis, c'est pas un livre qui va vous rendre joyeux, mais c'est pas un livre qui va vous démonter le moral pour autant en fait. Il y a un côté, une écriture qui peut paraître un petit peu plus triste que joyeuse, et en même temps, moi c'est un livre qui m'a fait du bien parce que derrière c'est... Enfin oui, c'est tellement intime et ça va aussi moi-même venir chercher à l'intérieur de moi des choses. Là, je me replonge dans certaines années, je comprends ce qui est écrit. Enfin, c'est vraiment... Et c'est ce que je ressens en fait avec les 3 livres que j'ai lus, c'est mettre des mots sur des choses que je ne pensais pas ressentir alors qu'en fait, je me reconnais totalement dedans. Et mettre des beaux mots parce que l'écriture est très belle. Voilà. Donc voilà, un nouvel auteur dont je suis fan, donc vous allez certainement en entendre parler parce que vous savez que je suis un petit peu obsessionnelle quand j'ai un auteur en tête comme ça. Mais alors je peux être très obsessionnelle et puis à un moment donné, pendant des mois, vous en entendez plus du tout parler. J'ai quelques séries comme ça en tête où vraiment j'étais à fond, puis poum, silence radio sur ces livres-là pendant quelques mois. Vous inquiétez pas, ils vont revenir. Je pense à certaines séries là qui me démangent. Ça va revenir, j'ai juste mon challenge de l'été en tête et j'attends ce challenge pour les caser. En parlant d'obsession livresque, eh bien ma dernière obsession, c'est ce livre-là.
Et ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Parce que je reçois beaucoup de services presse et je remercie vraiment les maisons d'édition pour ça. Enfin, je reçois des dizaines et dizaines de livres. Bon, là, ça se calme un petit peu, mais enfin, le mois de mars a été dingue. La boîte aux lettres, elle était pleine tous les jours. Et j'ai pas encore tout lu. Pourtant, je pense lire pas mal. Là, sur le mois de mai, j'ai lu pour l'instant à peu près un livre par jour. Quand je dis à peu près, c'est un petit peu plus d'un livre par jour. Ce qui va être une galère sans nom quand il va falloir que je justifie ça lors de mon bilan mensuel, mais c'est pas grave. Parce que je m'attends à des remarques sur le fait que, je sais pas, philosophiquement, ce n'est pas possible de lire plus d'un livre par jour, alors que mathématiquement, je peux vous assurer que ça l'est. Donc, en fait, voilà, je lis beaucoup. Malgré ça, je lis pas autant que ce que j'aimerais, parce que c'est une énorme passion, la lecture. Et quand vous voyez le nombre de livres qui sortent chaque année, bah derrière, forcément, je lirai jamais tout ce qui pourrait me plaire. C'est pareil, c'est mathématique, en fait, c'est logique. Donc, j'ai ce besoin, enfin voilà. Puis, je vous ai dit en début de vidéo, j'ai eu ce besoin vraiment de lire, ça a été de la nourriture, en fait. Vraiment, ça m'a nourri, ça m'a vraiment nourri, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, bah voilà, les obsessions livresques, ça m'arrive, mais ça va m'arriver sur un service presse que j'attends avec impatience, sur un auteur que j'adore, et voilà, il y a son nouveau livre qui arrive, donc je me jette dessus. Enfin, ça va arriver comme ça, mais un livre que je ne reçois pas en service presse, que je dois donc acheter en grand format, chose que bah, je fais quasiment plus parce que je reçois les livres. J'ai acheté pas mal de poches, mais acheter un grand format, ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai beaucoup trop de grands formats. Puis j'ai des exemples de moments où j'ai acheté des grands formats et les livres sont encore dans ma palle. Genre, il y a un livre qui me titille là, de Camille de Peretti, que j'ai acheté il y a 2 ans et demi en grand format, il est encore dans ma palle. Voilà. Et là, je sais que il va falloir que je le ressorte parce que j'ai tellement adoré son dernier livre qu'il faut que je lise d'autres livres d'elle. Mais bon. Donc c'est rare, c'est rare. Oui, mais en fait, j'ai vu sur le compte de Lola, de Livram, un livre qui est passé de Nadia Dame, Lagos. Et ce livre, il m'a attirée pour plusieurs raisons. Il m'a attirée parce qu'en fait, l'autrice, je la connais de l'émission Les Maternelles que j'ai regardée quand j'étais enceinte. Alors, j'étais enceinte 3 fois, alitée 3 fois. Et donc, alors pas la même durée d'alitement à chaque fois, mais pour ma dernière, par exemple, j'ai été alitée à partir de 1 mois de grossesse, ce qui paraît fou. Ma grande, j'ai été alitée à partir de 5 mois et demi, mais repos strict, hein, parce que j'avais été hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré, etc. Enfin voilà, repos strict, ce qui m'est arrivé pour ma dernière un petit peu après 5 mois et demi, pour mon fils aussi après, enfin bref. Donc en fait, j'avais mis en place tout un rituel, ce truc de quand on est en menace d'accouchement prématuré, on compte les jours, et puis on sait les stades, quand est-ce qu'on sort de cette prématurité, tout ça pour au final être déclenché pour ma fille aînée. Donc les maternelles, c'était un rendez-vous incontournable pour moi, je ne pouvais pas louper cette émission. Alors le truc c'est que bah, quand j'étais enceinte, tous les sujets ne m'intéressaient pas forcément, mais après bah, quand j'étais enceinte de ma dernière et que j'avais 2 enfants un peu plus grands de 2 ans et de 4 ans, bah là il y a des sujets qui m'intéressaient un petit peu plus, et Nadia Dame faisait une chronique dans les maternelles et j'aimais bien sa personnalité, les petites dynamiques et tout ça. Et donc voilà, du coup, intérêt pour ce livre pour cette raison-là. Et puis le Lagos, enfin, j'ai rien lu de la 4e, mais je savais globalement que c'est un livre qui parlait de sa fille, donc ça m'attirait encore plus. Voilà, donc j'y suis allée, obsession, c'était une période où je pouvais pas trop lire autre chose que du polar, il y avait les quais du polar qui devaient se finir, je faisais partie d'un jury, enfin, moi j'adore le polar, hein, vraiment, vous le savez, mais j'étais dans une période où je pouvais pas trop caser ce livre-là, et ensuite j'ai pu, et j'ai essayé de prendre le bon moment où le caser. Ce bon moment, ça a été un soir après le travail, après un long week-end de jours fériés, de ponts, etc. Et où j'avais beaucoup lu et où je me disais, mince, je reprends le travail, ça va m'agacer de lire 150, 200 pages le soir et de pas finir mon livre et de devoir le finir le lendemain alors que durant le week-end, j'avais enchaîné les lectures. Je me caserais bien ce livre juste le lundi soir. C'est ce que j'ai fait.
Ce livre, il est court, il fait 172 pages, mais c'est écrit gros, il y a des pages blanches, il y a des grandes marges, voilà. Il est petit, j'ai été très surprise quand je l'ai reçu, j'avais commandé. Il est petit, je m'attendais à un grand format, sous-entendu grand format. Mais non, vous voyez, en taille par rapport à un livre de poche, franchement, il y a 1,5 cm. Hein. Ouais, vous voyez, vraiment pas grand-chose. Bon, le prix n'est pas le même, on est sur un grand format. Mais voilà, je l'ai lu, j'ai adoré. J'ai adoré. Plus que ce que je pensais, donc je suis contente. Le début, il est très difficile parce qu'en fait, alors on comprend vite que... Bon, c'est l'histoire de Nadia et de sa fille, hein, c'est autobiographique. On comprend vite que Nadia est séparée du père de sa fille. Et là, si je vous lis juste les premières lignes... Ça fait 2 semaines que le père de la gosse est mort. 2 semaines qu'on ne s'est pas lavé les cheveux ni les dents. 2 semaines que le ciel boude. Une lumière couleur eau sale dégouline dans l'appart qu'on n'a pas quitté depuis l'institut médico-légal situé quai de la Râpée, puis le père Lachaise qui est là où on sait. On n'a pas non plus quitté notre camp de base, bricolé avec le clic-clac déplié, un toit en housse de couette à motif dinosaure et 2 manches à balai Swiffer en guise d'armature. La gosse l'aura finalement eu, sa cabane dans le salon. Voilà, ça commence comme ça. Du coup, on est pris. Déjà, enfin, l'écriture, enfin, vous voyez, le style, il est quand même hyper accrocheur. Enfin, là, dans les passages, il y a quand même. Enfin, je vais pas jouer à la prof de littérature parce que je suis pas du tout prof de littérature. Et je vous rappellerai pas mon petit syndrome de l'imposteur d'avoir fait des études de maths et de vous chroniquer des livres. Hein. Je vous le rappellerai pas, vous le connaissez. Mais il y a quand même des choses rigolotes dans ce qui est écrit. Et en même temps, c'est pas drôle, le sujet il est pas drôle, c'est grave, enfin voilà, déjà ça nous prend en fait. Mais il y a de l'ironie, c'est pas drôle, c'est plutôt de l'ironie en fait. Voilà. Donc cette écriture, elle nous capte dès les premières lignes. Et après on est accroché et on peut pas s'en sortir sans avoir terminé ce livre, c'est pas possible. C'est intime aussi. Alors aussi par rapport au livre précédent dont je vous parlais, mais l'écriture, elle n'est pas du tout la même. Donc, enfin moi j'ai beaucoup accroché avec l'écriture, elle est assez directe, assez crue par moments, parfois un peu vulgaire, et parfois drôle à certains moments, beaucoup d'autodérision, et moi j'ai adoré parce que, voilà, la gosse, elle est ado. Et donc Nadia revient sur des moments de maintenant ou sur des moments qui datent d'il y a un petit moment. Ça fait beaucoup de moments dans ce que je vous dis. Et en fait, je me suis reconnue en tant que maman à pas mal de passages, pour éviter de vous redire moment. C'est tellement vrai en fait, c'est tellement juste. Et derrière, quand on ressort du livre, on ne peut pas se dire « Oh, c'est vrai que c'est nul d'être maman ». On peut pas se dire « Ah, c'est vrai que c'est tellement merveilleux d'être maman ». Non, c'est pas ça. Ça décrit pas un beau tableau, tout beau, tout rose. Ça décrit pas, au contraire, une situation très difficile et à se dire « Oh, qu'est-ce que j'en ai marre » ou je sais pas quoi. Non, alors que pourtant, Nadia, elle élève seule sa fille. Donc en fait, elle aurait très bien pu dire que ouais, il y a des moments qui sont très difficiles, très, très, très difficiles. Non. Oui, il y a des moments qui sont difficiles, mais c'est pas une longue plainte ou je ne sais quoi. Et en même temps, quand il y a des beaux moments, eh ben, il y en a pas 3 tonnes, ou alors s'il y en a 3 tonnes, elle va dire, oh, je suis pas objective en rigolant. Enfin, mais c'est tellement juste en fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça fait déculpabiliser sur des choses où on est incohérente. Parce qu'en fait, on veut le mieux pour nos enfants et que parfois, ils viennent nous voir à un moment où c'est pas le moment et puis ils viennent nous dire un truc et on va répondre pas forcément ce qu'il faut. Et puis après, on revient dessus et on change d'avis. Et voilà, en fait, il n'y a pas de guide de la maman parfaite. Il n'y a pas de mode d'emploi. On fait comme on est, on fait comme on peut. Et parfois, on peut pas toujours la perfection. C'est la perfection à ce moment précis là, mais parfois la perfection elle est plus élevée à d'autres moments, mais on fait comme on peut quoi. Enfin voilà, enfin oui, je vous dis, ce livre m'a fait vraiment du bien parce que j'ai refermé en me disant ah, c'est bon, je me sens moins seule. C'est bon, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Enfin, je vous dis, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé les sujets, j'ai beaucoup aimé
tout ce qui était abordé. Et on est sur Nadia en tant que maman. Il n'y a pas la partie travail. Alors il y a la partie maman, il y a la partie femme. Femme dans la vie privée, mais il n'y a pas la partie le travail, comment ça se passe pour son quotidien, en courant partout et tout. Non, c'est pas tout à fait ça. Enfin, voilà. Mais il y a vraiment des passages vraiment grinçants. J'en ai relevé pas mal. J'ai relevé énormément de citations sur ce livre pourtant court. J'ai tout mis sur Babelio comme d'habitude. Si ça vous dit d'aller jeter un œil parce que ça vous donnera un peu une idée de l'écriture. Mais vraiment, je vous le conseille tellement. C'est bien écrit, en même temps c'est un livre simple dans le sens, ce que je mettais dans ma chronique Instagram, un livre sans chichi quoi, enfin voilà, c'est pas un livre, pourtant c'est très classe, vous voyez la couverture, c'est chez Grasset, enfin moi je trouve que c'est super classe en fait, on pourrait se dire oh là on tombe sur un livre un peu pompeux ou je ne sais quoi, ah non 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 non. Non, non, non. En fait, on n'a pas une autrice qui nous fait la morale. On n'a pas une autrice qui nous dit qu'il faudrait être comme ci, comme ça et comme ça pour être parfaite. Ah non, c'est pas du tout ce style de livre. Voilà. Donc, écoutez, vraiment, je vous le conseille. Moi, ça a été une très chouette découverte. Je suis ravie, du coup. Je suis ravie de cette découverte. Je suis ravie de l'avoir encore plus aimé que ce que j'espérais. C'est... moi, ce livre me marquera. Voilà. Donc, c'était La Gosse. Je passe maintenant à la liste de mes envies. Voilà, un livre que tout le monde a lu, mais pas moi. Enfin, je ne l'avais pas encore lu jusqu'à présent. Je l'ai acheté le 17 avril 2024 à Montpellier, en vacances. Et ce livre, il est sorti en 2012. Alors, je vous ai dit que je vous dirais le nombre de pages de chaque livre. Donc, celui-ci fait 185 pages. Mais c'est écrit gros. Mais les chapitres sont courts et il y a des pages blanches. Voilà. Donc ce n'est pas tout à fait réellement 185 pages. Alors, dans ce livre, s'il vous plaît, dites-moi si vous ne l'avez pas encore lu, je me sentirais moins seule, parce que je me dis, je vais vous décrire l'histoire. Alors ça se trouve, en fait, vous vous dites, ah, c'est bon, on l'a déjà lu, quoi. Voilà. Alors, dans cette histoire, on suit Jocelyne. Jocelyne, elle est mercière, ce qui m'a beaucoup plu. On le voit un petit peu sur la couverture et du coup, ça parle tricot et ça parle couture. Et du coup, moi, forcément, c'est quelque chose qui me plaît. En plus, elle tient un blog, les 10 doigts d'or de mémoire. Voilà, et c'est une passionnée et en plus tout son petit truc là ça marche bien et voilà, donc ça j'ai bien aimé, c'est pour moi la petite cerise sur le gâteau parce que forcément moi qui adore tricoter, bah ça me parle. J'ai fait de la couture aussi pendant un petit moment mais je n'en fais plus, donc voilà, ce côté là ça m'a plu et en fait il s'avère que Jocelyne elle devient millionnaire mais un peu malgré elle. Alors, ça veut pas dire qu'elle est millionnaire parce que quelqu'un a joué pour elle et elle a dit non, je veux pas de ces millions, c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, elle devient millionnaire et elle sait pas. Elle a besoin de temps pour s'y adapter, pour en parler, voilà. Et donc, dans ce livre, on suit tout ça et puis ça s'appelle la liste de mes envies parce que par moment, elle va imaginer ce qu'elle aimerait faire avec cet argent-là, voilà. Le deuxième tome est sorti il n'y a pas longtemps chez Albin Michel. Il s'appelle La liste de mes envies, mais à la place de 2 DE, c'est un 2, comme le chiffre. Et puis, je l'ai lu depuis et pareil, on continue à suivre notre Jocelyne, sauf que ici elle gagne 18 millions d'euros et elle n'a plus tout à fait 18 millions dans le deuxième tome, mais pour savoir pourquoi, il faudra lire celui-là. J'arrive même à vous faire un teasing sur un livre que tout le monde a lu. J'ai pas adoré, c'est pas un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai lu relativement vite et tout, mais c'est pas non plus assez incroyable. Quand j'ai dit que j'avais pas lu ce livre, parce que je l'avais pas encore lu il y a quelques semaines, et ben en fait, j'ai entendu à de nombreuses reprises, ah moi j'ai adoré ce livre, c'est un livre qui m'a redonné envie de lire. Donc je suis partie comme ça en fait, en me disant ça m'intéresse, ça m'interpelle, voilà. Eh bien, alors deux choses. Déjà pour me redonner envie de lire, il faudrait pour ça que je n'ai plus envie de lire et j'ai pas souvenir d'un passage comme ça dans ma vie en fait.
parce que oui, c'est sûr que j'ai pas tout le temps lu autant que ce que je lis maintenant. C'était plus une histoire de temps. Alors quand je dis de temps, c'est de gestion du temps, de priorité. Avant d'avoir des enfants, je lisais, alors je lisais pas autant que maintenant, mais je lisais quand même pas mal. Enfin, je lisais un livre tous les 3 jours, donc on n'est pas à un livre par jour. Mais à côté de ça, eh bien, alors je tenais un blog de tricot à l'époque. Je faisais pas encore de couture, mais je faisais pas mal de tricot. Je regardais la télé, je sortais davantage. Et en fait, bah voilà, mon temps était pris sur d'autres sujets, mais en fait la lecture a toujours été là. Et quand les enfants sont nés, bah, c'est vraiment la période dans ma vie où j'ai vraiment eu le moins de temps pour moi. Voilà, les enfants, bébés, c'était des périodes particulières. Alors pendant mes 3 grossesses, mes 3 allaitements, j'ai beaucoup lu. Mais après, bah, quand les enfants sont nés, j'ai moins lu. Voilà. Après, je me souviens très bien qu'à la naissance de ma dernière, j'ai été déclenchée pour ma dernière. Bon, au final, j'ai pas eu besoin d'être déclenchée parce qu'elle arrivait, mais j'ai commencé peu de temps avant, je crois que c'était le 3e tome de la trilogie du siècle de Ken Follett, qui est un sacré pavé. J'ai commencé ça alors que je savais que dans quelques jours, j'allais me retrouver avec un bébé et donc qui pleure beaucoup, à moins dormir, avec cette fatigue. Je suis pas très douée pour gérer la fatigue, et avec 2 enfants un peu plus grands, de 2 ans et 4 ans, donc voilà, enfin c'est quelle idée de commencer un pavé. Donc je peux vous dire que le Ken Follett, j'ai mis du temps avant de le terminer, mais en fait, alors oui, il y a des jours où je pouvais ne pas lire, sinon je lisais 2-3 pages par-ci par-là, et puis après voilà, pour moi le moment où les enfants ont grandi, ils ont été de plus en plus indépendants et j'ai retrouvé la lecture. Donc c'est le moment dans ma vie où je me dis c'est là où j'ai peut-être le moins lu, mais en fait j'ai toujours eu des livres en cours. Enfin c'était vraiment, enfin pour moi ça a toujours été une passion plus ou moins intense. Donc là on est dans une grosse période d'intensité, mais j'ai eu cette période quand j'étais au lycée, j'ai eu cette période, enfin là je vous parlerai de Didier Van Cowellert, je ne sais jamais comment on dit son nom de famille. C'est une époque où quand j'étais au lycée, j'allais à la maison de la presse le samedi matin, je choisissais un livre, je demandais à ce qu'on m'en fasse un papier cadeau. Le midi, je mettais ça dans mon assiette alors que je mangeais avec toute ma famille, mon frère et ma soeur. Et je faisais, j'étais la grande, hein, j'étais la grande, je revenais en scooter de la librairie et j'ouvrais mon livre, je enlevais le papier cadeau et je me disais « Oh, trop bien, un livre, oh, c'est trop bien, c'est ça ». Voilà, ça c'était mais ce que j'adorais faire en fait, je m'offrais un livre en fait que je découvrais. Alors, je suis d'accord, au niveau maintenant environnemental, on dirait mais mon Dieu, quel gâchis de faire un papier cadeau qu'on enlève 1 heure après pour soi-même. Oui, je suis d'accord. J'ai moi-même de plus en plus de mal avec les papiers cadeaux que je remplace petit à petit par des sachets. Mais je vous parle d'un truc qui date d'il y a 22 ans, quoi. même un peu plus. Donc en fait, ce côté de... Quand on m'a expliqué que c'était un livre qui avait permis certains à sortir d'une longue période sans lecture, de sortir d'une panne de lecture, moi, panne de lecture, c'est un mot qui n'existe pas. Voilà, c'est pas une panne de lecture. C'est parfois, j'ai peut-être moins, je souhaite moins lire, ou voilà, ça va être où j'ai des enfants en bas âge et je ne peux pas lire comme je le souhaiterais, mais une panne de lecture, j'ai vraiment du mal. Parce qu'en fait, si j'ai une panne de lecture, c'est parce que j'ai pas trouvé le livre qui m'allait. Et je vous dis, j'ai 400 livres dans ma palle, donc voilà. Donc du coup, ce côté-là, ça m'a fait un peu bizarre. Et en fait, du coup, je l'ai lu comme ça. Je l'ai lu en me disant, attends, c'est un livre qui doit vraiment accrocher, qui doit... Et bah pas tout à fait, j'aurais pas tendance à dire que c'est à ce point-là en fait. Oui, bien sûr, j'ai passé un bon moment. Est-ce que ce livre m'aurait permis de sortir d'une panne de lecture? Alors que je ne vois pas comment je pourrais avoir une panne de lecture. Enfin, ça va pas avec ma façon de penser. Voilà, on est tous différents, mais moi, vu comment je raisonne, une panne de lecture, j'ai envie de dire que c'est vraiment plutôt un mauvais choix de livre ou pas l'envie, la flemme de trouver le bon livre. Mais là, j'ai tellement de genres différents, puis j'ai tellement de... Enfin, je vous dis, avec 400 livres, vous voyez, enfin, j'ai quand même un sacré choix. Du gros livre, du petit livre, du grand format, du petit format, du polar, j'ai même des livres qui font un peu romance, de l'historique, du cosy mystery, j'ai de tout. Donc forcément qu'en ayant de tout, eh ben, je pourrais trouver chaussure à mon pied, comme on dit. Et donc ensuite, si jamais par le
plus grand des hasards, si je connais un jour la panne de lecture, et que je mettrais ces mots là-dessus, donc on est vraiment sur un truc qui, pour moi, ne se passerait pas. Est-ce que ce livre-là m'aurait permis de retrouver goût à la lecture? Je pense pas. Voilà, je pense pas. En revanche, les deux précédents, oui. Oui, si un jour j'ai une panne de lecture que j'aurai jamais, ces livres-là m'auraient tout à fait permis de me raccrocher à la lecture. Oui, oui, oui. Après, sur le côté livre court, ça je comprends. Quand, voilà, c'est ce que je vous disais aussi avec le livre précédent, un livre court, enfin moi je trouve que c'est bien, ça permet de les caser à certains moments, et puis d'avoir ce côté quand parfois on n'a pas le temps de lire comme on le souhaiterait, genre on sort tous les soirs pour rencontrer des auteurs trop bien et du coup on lit pas, bah en fait hop on case un petit livre court, on lit un livre, on se dit oh j'ai quand même lu un livre quoi. Oui bon d'accord c'est un livre court mais j'ai quand même lu un livre. Voilà, donc j'ai trouvé bien, c'était frais, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai globalement bien aimé l'histoire, c'est pas un coup de cœur, voilà, c'est pas le livre que je retiendrai le plus de mon année, voilà, mais écoutez, c'est pas grave, ça reste frais, ça reste agréable, et puis c'est un livre qui fait du bien, on va pas cracher dessus non plus. Voilà, c'est la liste de mes envies. Et donc, vous l'avez vu, j'ai commencé du livre que j'ai préféré et on va terminer par le livre que j'ai le moins aimé. Et quand on voit la chronique que j'ai faite avant, vous devez vous dire « Oh là qu'est-ce qu'elle a pensé de ce livre-là » Donc, L'inconnu du 17 mars de Didier Van Coelaert. Bah, c'était bien, c'était agréable, c'était pas dingue. En même temps, je dois vous avouer qu'entre les... En fait, entre les deux premiers, c'était difficile à départager parce qu'ils sont tous les deux très bons. Entre les deux derniers, c'était difficile de les départager parce que ils sont tous les deux bien, ils font du bien, ils sont agréables, mais ils sont pas fous non plus. Donc, L'inconnu du 17 mars, c'est un livre qui me trottait en tête depuis un moment, depuis sa sortie en grand format. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur à Livre à Vannes le 10 juin 2023, l'année dernière, parce que je l'ai écrit ici, et j'ai tamponné pour dire que je l'avais lu en 2024, et c'est un livre qui est dédicacé. Et je peux vous dire que mettre ici où est-ce que j'ai acheté le livre et quand est-ce que je l'ai acheté sur ce livre de Didier Van Coelaert, c'est un énorme symbole parce que la première fois que j'ai fait ça dans ma vie, c'était dans des livres de Didier Van Coelaert que j'ai acheté il y a très longtemps. Et donc c'est le moment de faire un petit tour dans ma bibliothèque, comme j'aime bien faire parfois, pour vous trouver des livres de Didier Van Coelaert qui sont ici. Alors, sachant que j'ai fait autre chose à cette période-là, une période enfin, je sais pas si je vous ai déjà dit, à cette période-là, j'allais aussi à la bibliothèque. Bah oui, c'est un truc que je ne fais plus maintenant, j'aime avoir mes livres, mais j'allais aussi à la bibliothèque, si bien qu'en fait, j'ai pas ici tous les livres que j'ai pu lire de lui, parce qu'il y en a d'autres que j'ai lus de lui et que j'avais emprunté. J'arriverai pas à vous retrouver. Bref. Donc, voilà les livres que j'ai à la maison de Didier Van Coelaert. Rencontre sous X. X dans le sens où l'héroïne est star montante du X. Hein, voilà. Donc, est-ce que j'ai écrit ici? Non, celui-là, il n'a pas la petite mention. L'éducation d'une fée, j'en ai vraiment de bons souvenirs de ce livre-là. En fait, c'est un auteur que j'avais découvert parce que donc c'est une période où j'allais à la bibliothèque et c'est une période aussi où j'allais sur des forums de discussion parce qu'on n'avait pas Instagram à ce moment-là. Et puis c'est une période où on comptait le nombre d'heures où on allait sur Internet. Mais mes parents m'avaient donné plus d'heures. Je crois qu'on avait genre 3 heures par mois pour aller sur Internet, qu'on devait se répartir avec mon frère et ma soeur. Mais en fait, moi, j'avais plus parce que j'avais créé un site Internet. À l'époque, créer un site Internet, c'était un peu sorcier parce que... c'est pas comme après, quand j'ai fait 50 000 blogs par la suite, où on allait sur Overblog ou je ne sais quoi, puis tout était paramétré. À la limite, on pouvait rentrer dans le code. Je sais même plus ce que c'était comme langage d'ailleurs. Vous pouvez rentrer dans le code et changer des trucs. Donc moi, ça m'arrivait, notamment changer des couleurs, des trucs comme ça, des polices de caractères. Mais c'était bizarre comme code. Mais là, mon site internet, je l'avais codé en HTML.
Ce qui fait que j'ai quelques notions de HTML de ce moment-là. Bon, après, bien sûr, dans mes études, j'ai bien évidemment eu des cours d'informatique. Hein, je vous rassure, sinon j'aurais jamais pu faire le métier que je fais si je ne savais pas programmer. Mais voilà, enfin c'est assez rigolo parce que c'est une période au lycée. Moi, j'avais pas de cours d'informatique comme les jeunes peuvent avoir maintenant. Programmer, c'était un peu particulier et tout. Et les sites internet, on les faisait pas comme on peut les faire de façon assez simple maintenant, clé en main et tout. Donc j'avais codé mon site internet. Enfin, vraiment, avec les balises HTML, c'est très particulier. Je sais même plus où est-ce que j'avais trouvé comment coder en HTML. Parce que maintenant, on se dirait, on va sur internet. Je sais pas, j'avais peut-être trouvé des livres ou des magazines. Donc j'avais codé mon truc et il était moche. Hein. Ah, il était sacrément moche mon site. Hein. Mais voilà, donc j'allais soit sur des forums de discussion, soit sur mon petit site et je mettais des avis lecture. Et donc il y avait bien sûr des Didier Van Coalart. Et en fait dans ce forum de discussion, il parlait beaucoup des chroniques de San Francisco, je crois. Et c'est Ludivine des lectures du chapitre qui m'en a parlé à plusieurs reprises, comme quoi c'est vraiment bien. Je pourrais plus dire le nom de l'auteur. Lupin, je sais plus. Mais il faudrait que je regarde. À l'époque, les couvertures m'attiraient pas trop. Et puis j'avais parlé des Marc Lévy parce que c'est à cette période-là où j'avais découvert les premiers Marc Lévy et j'en lisais. Voilà, donc j'ai la demi-pensionnaire, donc là c'est écrit 27 juillet 2001 à la Maison de la Presse, dans une certaine ville, et puis Cœur étranger, et là c'est pareil. Alors là, donc j'ai dit que je l'ai acheté le 27 juillet, et bien le 7 août, j'étais de retour dans la même Maison de la Presse pour m'acheter Corps étrangers. Voilà, donc depuis ce moment-là, je note dans mes livres quand je les achète, et voilà, ça fait un petit souvenir, et donc j'y suis revenue il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé. Voilà, donc j'avais envie de lire ce livre parce que auteur qui me parle de mes années lycée, et alors j'étais aussi très Agatha Christie, enfin c'est vrai que je vous le rappelle pas, mais c'est lycée, j'étais toujours Agatha Christie autant qu'en fin de collège, et je lisais aussi des Mary Higgins Clark. Voilà. Ça me faisait frissonner beaucoup plus que les Agatha Christie, mais n'empêche que j'ai toujours été fidèle à Agatha Christie. Et ce livre, il m'a attirée parce que 17 mars, eh bien ça c'est forcément en lien avec le 17 mars, enfin forcément pour vous, en lien avec le 17 mars 2020, qui était le premier jour du confinement, le mardi 17 mars 2020. Les gens oublient assez vite que c'était un mardi, que c'était le 17 mars, parce que beaucoup étaient confinés dès le vendredi soir, en fait. Enfin, en tout cas, de mon côté, au travail, le vendredi, on nous a dit oh, « Surtout, vous partez avec tout, votre ordinateur, vos affaires, vos trucs et tout, parce qu'en fait, on revient plus. » Donc, voilà, j'étais un peu confinée dès le vendredi soir. Mais non, c'était le mardi 17 mars 2020 à midi, et je m'en souviens très bien, puisqu'il s'avère que le mardi 17 mars 2020, ma dernière, on fêtait ses 4 ans. Voilà, la pauvre. Donc, enfin, la pauvre, oui et non, elle avait toute sa famille à la maison pour elle, sauf qu'on courait partout. C'était particulier, je vais pas revenir dessus. Voilà, donc c'est pour ça que le 17 mars j'avais envie de le lire, parce que 17 mars 2020 ça m'intéressait de voir ce que l'auteur avait fait autour du Covid, et puis 17 mars ça me parle parce que pour moi ça fait partie des dates importantes dans ma famille très proche. Ce livre il fait 133 pages. Il est qualifié de conte et je trouve que ça lui va bien. C'est un livre qui est globalement agréable. Voilà, c'est bien de le lire maintenant. Je pense que dans 10 ans, il aura moins de sens. C'est bien d'avoir vécu le Covid, en fait, pour le comprendre. J'aurais préféré le lire plus tôt. Mais bon, je l'ai lu, c'est déjà bien. Et bon, on se replonge dans ces moments-là, avec une prise de hauteur, avec des incohérences qu'on ne remarquait pas forcément sur le moment. On n'est pas sur le côté, le petit nombril de quelqu'un, parce qu'en fait, en réalité, c'est comme ça que les gens en parlent maintenant. Et moi-même, c'est comme ça que je vous en parle. Quand je parle du confinement, je vais vous parler de mon propre cas. Mais c'est souvent en réaction à tout ce qu'on peut entendre, parce que encore maintenant on entend
Oh là là, j'ai plus le temps de lire. Ah, il me faudrait encore... Ah, ce serait bien si on pouvait être reconfiné là. Moi, je suis en mode... Oh. Quoi? Enfin, c'est un truc, je peux pas, enfin même, je peux pas parce que j'ai vécu, puis je peux pas par la signification. C'est comme justement lors de mes années lycée, j'avais le père d'un copain qui disait ah non mais là en fait, pour avoir de bonnes avancées technologiques et tout ça, il nous faudrait une bonne guerre quoi. J'avais 15-16 ans, j'étais là, j'ai quoi? Il faudrait une bonne guerre, parce que les gens pensent 2 secondes à ce qu'ils disent. Ou alors on peut dire malgré les conséquences, je sais pas. Donc ouais, là quand on entend, oh non, là ce qu'il faudrait c'est un bon confinement, quoi, parce que c'était quand même bien, quoi, on était quand même tranquille. Déjà c'est pas comme ça que j'ai vécu le confinement, et c'est assez choquant. Donc c'est vrai que tout le monde est un peu, reste un peu, même des années après, sur son petit nombril. Et là il y a une prise de hauteur, parce que bah, bien sûr on va suivre quand même un individu, et en l'occurrence on suit un sans-abri. Et alors là, si on m'avait dit, avant de lire ce livre, qu'est-ce qui s'est passé pour les sans-abri pendant le confinement? Oh, alors là, j'en savais rien du tout en fait. J'en savais rien du tout. C'était vraiment une période où j'étais sous l'eau et puis avec ce côté d'impuissance. Et je pensais en permanence aux soignants. Enfin, on faisait partie des gens qui vraiment à 20 h on sortait, on applaudissait. Enfin, j'étais vraiment sur ça en fait. Enfin, et même encore maintenant, hein, je me dis mince, peut-être qu'il faudrait que je lise des témoignages des soignants à cette période, enfin, vraiment pour prendre encore plus de recul sur tout ça et m'arracher des réflexions très très nombrilistes de certains qui étaient dans leur canapé tranquillement chez eux. Je pense que j'ai besoin de ça peut-être pour tourner la page. Mais alors les SDF, eh ben en fait j'en sais rien du tout. Et donc effectivement il y a des choses qui étaient mises en place, sauf qu'en fait bah, là on suit un sans-abri et puis bah, le pauvre... le sans-abri, il se passe un truc. Et donc derrière ce truc, on va partir dans le Covid, dans des choses un peu complotistes et tout ça. Et puis, bah, je peux rien vous dire d'autre, sinon je vais tout vous déballer. Non, globalement, vous voyez, je vous en reparle. Si c'était bien, c'était quand même bien comme livre. Parce que l'écriture de l'auteur, elle est bien. Voilà. Là, j'ai regardé sur Babelio, je voulais voir un peu comment ces livres étaient notés et tout. Ils sont pas si bien notés que ça, et c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment... j'ai de bons souvenirs sur ces histoires et tout. Alors, est-ce que je suis attachée à cet auteur par nostalgie, oui, tout ce moment où je l'ai découvert, et en fait, c'est peut-être pas si bien que ça, mais moi, je le lis plus avec un autre regard. Je sais pas, j'étais, moi, comme je vous dis, un petit peu surprise. Voilà. En tout cas, ce livre, je l'ai trouvé intéressant parce que même s'il a un côté un petit peu rigolo, un petit peu loufoque, un petit peu, comme je vous dis, un petit peu complotiste et tout ça, à prendre au second degré, hein, voilà, on n'est pas sur un auteur qui affirme que la Terre est plate, hein. Il y a assez de personnes sur internet pour le faire, mais là on est, enfin ouais, c'était assez frais malgré tout, et j'ai bien aimé en fait l'histoire, la tournure de l'histoire, et cette sorte de dénouement quelque part. Voilà, donc c'était L'inconnu du 17 mars de Didier Van Coelaert. Et puis je vais m'arrêter là, parce que la vidéo elle est assez longue comme ça je pense. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu sur ces petits livres. Eh bien courts, mais j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Et puis c'est bien, c'est agréable de temps en temps, des petits livres courts comme ça. Bah, c'est autre chose, c'est plus long qu'une nouvelle hein, quand même, on n'est pas sur un format nouvelle. Mais ils étaient bien, voilà. Alors pas tous au même niveau comme je vous le disais, mais globalement c'était des histoires qui m'ont plu. Voilà, et bien je vous souhaite de très bonnes lectures et puis on se retrouve très vite. À bientôt.